Aujourd'hui, on poursuit notre immersion dans le monde de la tech. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils de Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. On se retrouve donc pour la suite de l'interview DSI et des hommes. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à écouter l'épisode précédent. Et sinon, c'est parti pour la suite. Et donc ça veut dire, tu vois, bon, pour revenir au basique, c'est alors les dangers du numérique, c'est ça. C'est au niveau de l'équilibre personnel, déjà, au niveau de l'organisation personnelle, faut bien distinguer le flux et le focus. C'est-à-dire, il faut absolument avoir un emploi du temps très structuré et savoir que quand on travaille, on n'est pas dans le flux. Donc, on déconnecte les messageries instantanées, les machins, les trucs, les bidules, parce que si tu fais pas ça, en fait, t'avances pas. Et ça vaut pour les indicateurs. C'est-à-dire que si tu as plein d'indicateurs, c'est pareil, tu es tout le temps en train d'avoir de l'info, mais en fait, t'en fais quoi? On s'en fout des indicateurs. À la limite, si on pouvait ne pas avoir d'indicateurs et prendre les bonnes décisions, on n'aurait pas d'indicateurs. Donc voilà, il faut avoir les bons indicateurs pour prendre les bonnes décisions. Et après, au niveau du management, faut humaniser la relation encore plus qu'avant, parce que justement, on est à distance, etc. Et c'est pour ça que je t'ai parlé du disque. Il faut rester dans la confiance, c'est-à-dire que les outils ne servent pas à fliquer, ils servent à renseigner, c'est pas la même chose. Et il faut faire attention à l'instantanéité, c'est-à-dire pas croire que tu peux déranger ton collaborateur toutes les 3 minutes juste parce qu'il y a un chat. Bon, moi je te dis, le chat, pour moi, enfin, après c'est mon avis, j'aime pas, je trouve que ça sert à rien. Si tu as un système de management, tu n'as pas besoin d'avoir de chat. Si tu as des gens autonomes, tu n'as pas besoin d'avoir de chat. Ils font chacun leur boulot, et puis après, on fait un point, et en général, ils ont bien fait leur boulot, donc c'était pas la peine qu'on ait cette possibilité. Par contre, un truc qui est hyper intéressant avec justement le numérique, c'est la possibilité de faire de l'asynchrone. Ça, c'est intéressant. Avec Loom ou avec des trucs comme ça, tu peux faire un message à ton collaborateur où tu lui expliques un truc complexe sans qu'il soit disponible tout de suite. Tu fais ton Loom, tu dis bah là tu vois j'ai une question, je comprends pas ce truc là, etc. Tu lui envoies, tu sais qu'il va te répondre, mais tu l'as pas dérangé en fait. Comme il est ritualisé comme toi, il y a un moment où il va regarder ton Loom et il va te dire, il va te répondre. Tu vois, c'est Ouais, je te rejoins, mais je te rejoins complètement. Enfin, sur tous ces sujets-là, ça fait beaucoup le lien aussi avec et je voulais y revenir par rapport à ce que tu disais sur l'instantanéité entre les temps synchrones et asynchrones. Quand tu as tes rituels, tu as tes temps synchrones, mais tu as aussi le temps asynchrone. Donc, à un moment, il faut avoir cet espace pour pouvoir noter et te décharger le mental. Ce vide-cerveau, ce vide-cerveau aussi, comme ça peut être dit, parce que c'est de la charge mentale tout ça, et c'est vrai que c'est de l'organisation, et ça fait le lien. Alors t'as pas les Loom, t'as pu échanger aussi comme moi et avec Vincent Mendes et Aster, où t'as aussi ces particularités de temps synchrone et asynchrone, voilà, et qui sont pour moi hyper importants. Et c'est vrai qu'on est dans ce monde de l'instantanéité, et beaucoup attendent à ce que tu répondes tout de suite. Et quand je dis beaucoup, c'est autant côté client que côté équipe. Hein. Moi, je le vois. Si j'ai pas répondu au message, des fois on me relance. Je dis non, mais c'est bon. Enfin, voilà, il y a le temps. Enfin, c'est ce que comme tu dis, il faut avoir ce temps flux et focus, et je trouve que j'ai fait donc comme je t'ai dit de la formation SOR pour mieux m'organiser, et j'ai lu ce livre d'infobésité. Et c'est hyper complémentaire parce que toi, tu es plutôt dans la partie focus et comment traiter la partie mail, etc. Enfin, voilà, sans être réducteur ni moi, enfin plutôt demande entrante. Mais tu as aussi tout l'autre côté, c'est-à-dire toute la partie info, réseaux sociaux. Parce que on doit se tenir au courant de nos métiers, de nos passions, enfin voilà, ou de choses. Bien sûr. Et ça, il faut aussi le traiter. Et je trouve que c'était très complémentaire. Alors après, peu importe l'outil que tu vas y mettre dedans, hein, que ça soit, je crois que lui, il bosse avec Workflowly. Workflowly, t'as de l'Obsidian, t'as du Notion, mais après c'est pareil parce que c'est des outils qui peuvent paraître très complexes et que les gens voient. Il y a des gens qui font des YouTube de partout avec des Notion ou des Obsidian de malades. Voilà. Non. Après, plus de temps à structurer leur deuxième cerveau qu'à l'utiliser. Voilà, tout à fait. Complètement débile. Alors, ils sont contents, ils ont fait un truc incroyable, mais ça sert à rien, en fait. Ouais, et tu vois, même moi qui suis dans le métier, qui suis dans la partie,
j'étais parti un peu trop là-dedans à un moment, et tu vois, je suis revenu à la base. Ok, bah là, j'utilise moi plutôt Obsidian pour plein de raisons, pour avoir étudié un peu tout, mais je pars du minimaliste. Et après, j'ajoute ce qui est bien, et puis je le fais petit bout par petit bout. Ok, peut-être que c'est moins beau, il n'y a pas d'image, mais je trouve que ça suffit. Et j'ai trouvé que cette partie infobésité et organisation personnelle, c'est hyper complémentaire parce que finalement, on va traiter le flux de travail, voilà, mais il y a tout l'autre flux à côté. Je trouve que le livre de Vincent aussi était plutôt top avec son introduction, avec tout ce qui t'arrive, le WhatsApp, voilà, et qu'il faut que tu traites. Et ouais, c'est vraiment les pièges pour moi à éviter en tant que manager, c'est rompre cet équilibre personnel parce que même si tu es manager, tu es une personne, et aussi garder la partie humanisée. Enfin, nous, on a des règles en interne, c'est que si au bout de 5 messages échanges, on s'appelle, au bout d'un moment, voilà, c'est... Et puis... mais en fait, c'est ça. Alors, tu vois, par rapport au second cerveau et au traitement de l'information, il faut être à jour, etc. C'est vrai ce que tu dis, mais faut avoir une vision utilitariste. Ça sert à quoi? En fait, finalement, qu'est-ce qui va en sortir? C'est ça qui compte. Moi, je dis souvent dans l'entreprise, tout le monde se fout de ce que tu penses. On s'en fout de ce que tu penses. Si tu as du deuxième cerveau, un troisième, un quatrième, franchement, je m'en fous. Par contre, ce que tu fais m'intéresse. Et quand tu passes trop de temps à penser et pas assez à faire dans l'entreprise, ça va pas marcher non plus. Donc, déjà, c'est un bon principe mental d'avoir, de se dire, oui, mais je suis en train de faire ça, pourquoi? À la fin, je vais sortir quoi? Ça, c'est vachement important, parce que ça te permet de limiter justement ce temps où tu te tiens informé, où tu réfléchis, etc. Parce que tu te dis, oui, mais concrètement, c'est quand que je vais passer à l'action là-dessus? L'autre truc, tu vois l'histoire des messages, un truc qui est complètement contre-intuitif, c'est que avoir une fréquence de 1 à 1 élevée, c'est-à-dire les faire vraiment toutes les semaines, ça augmente l'autonomie. Et ça, on m'a souvent pas compris là-dessus. On m'a dit, ouais, tu vois les personnes une demi-heure par semaine, toutes les semaines, c'est du micromanagement. Et je dis, mais pas du tout. Je dis, parce que je n'interagis avec eux qu'à ce moment-là. Donc, le reste de la semaine, on n'est plus. Le management, ça prend 10% du temps. Le reste du temps, les 90% qui restent, on ne se voit pas, on communique le moins possible. En réalité, mettre en place cette fréquence où on va pouvoir discuter une fois par semaine, ça augmente l'autonomie de la personne parce que finalement, elle se dit « Ah non, ça sert à rien que je dérange, je le vois après-demain. » C'est programmé, hein, les 1 an. Donc, je le vois après-demain. Donc, en fait, finalement, elle est toujours à moins de 5 jours ouvrés de la prochaine fois où elle va te parler. Et toi aussi. Donc, tu vas moins l'interrompre, donc il va moins t'interrompre, donc il n'y aura pas de chat, donc il y aura moins de mails, etc. Et ça, c'est le cercle vertueux de quand tu ritualises le management. C'est que finalement, ça te laisse tranquille pour faire du travail focus. Donc, focus, ça veut dire avancer sur les choses, faire tes rituels de contributeur, avancer sur ta réflexion, avancer sur ton second cerveau, etc. Parce que la partie management est prise en charge par les rituels. Ok, non mais c'est hyper intéressant, et puis de toute façon je te rejoins, et puis je le vis tous les jours, et puis voilà, même quand j'accompagne mes clients, quand tu dis on est noyé dans les mails, on est noyé dans les chats, on est noyé dans tout ça, voilà, là c'est pas un problème d'outils souvent, c'est un problème de management, de règles, de façon de travailler, et puis voilà. Alors c'est loin d'être mon rôle, et c'est surtout ce rôle où je veux pas aller, même si j'ai mon avis sur la question, je leur conseille certaines choses. Après c'est à eux de le mettre en place, et l'outil, des fois moi j'arrive chez des clients, ils me disent ouais, l'outil va pas, je dis non, mais je leur dis pas comme ça, je leur dis pas c'est pas l'outil qui va pas, c'est plutôt, tu leur dis pas c'est l'utilisateur qui va pas quand même. C'est l'utilisateur ou le management qui va pas, parce que des fois tu te rends compte que ça peut être aussi ces cas-là, mais là tu le dis pas, alors tu l'amènes d'une autre manière, mais voilà quoi, c'est souvent ce qu'on peut voir aussi dans cette ère numérique, c'est que beaucoup tu l'as dit, se déshumanisent la relation. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a moins de rétention, qu'il y a moins de choses comme ça. Bon, je vois que le temps avance et qui. Il y a un truc qui est marrant. Mais voilà, c'est une réflexion en passant. Quand même, les outils qu'on nous fournit aujourd'hui sont ultra puissants. T'es d'accord avec moi? Je veux dire, il n'y a aucun souci. Et même l'intelligence artificielle, etc. Et moi, ce qui me choque, c'est peut-être parce que je suis un peu old school, c'est que en fait, on nous fournit des outils sans le mode d'emploi. On a des trucs. C'est comme si on te donnait une bagnole qui fait 500 chevaux, mais t'as pas passé le permis, quoi. Vas-y. Allez, pars avec ta bagnole qui fait 500 chevaux, c'est sûr que tu pars dans le décor. Ou, tu vois.
il n'y a pas le mode d'emploi. Non, Et, mais et les humains, c'est pareil. On te les fournit, il n'y a pas le mode d'emploi, quoi. ouais. Non, mais je te Donc, moi, mon but, rejoins. c'est de leur donner le mode d'emploi. Ouais, moi, je te rejoins complètement sur ma partie, c'est que je ne conçois pas de déployer un outil. Donc moi, je vends pas de solution, de matériel ou quoi que ce soit, mais j'accompagne les gens. Mais souvent, tu parles un peu de la base et de l'outil un peu collaboratif où tu vas avoir, tu sais, ton drive, la messagerie, enfin tout un peu. Et en fait, tu leur expliques comment il va falloir fonctionner. Tu leur donnes le mode d'emploi. Et C'est ça. et en fait, là, on est même en train de nous travailler un petit peu plus loin sur d'être un peu innovant, parce que des fois, tu te rends compte que quand tu es dans des boîtes de 350, 400 personnes, moi, c'est à peu près la limite qu'on accompagne, mais il y en a un peu plus. On doit avoir une méthode de formation un peu plus adaptée. Et tu le sais, la formation en tant que telle, e-learning, a peut-être des fois ses limites, et c'est pour ça qu'on va innover, on va essayer d'innover. On est en train d'échanger avec une entreprise que moi j'accompagne, une start-up que j'accompagne depuis quelques années, sur comment on peut accompagner à la mise en place de Microsoft 365, par exemple, pour pas le citer, avec des formations d'ancrage mémoriel, parce que j'ai la chance d'accompagner Woonos, que tu connais peut-être pas le nom, mais tu connais un de leurs produits phares, qui s'appelle le projet Voltaire. Ouais. Voilà, et qui ont une méthode d'apprentissage qui te permet d'ancrer, voilà. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que, comme tu le dis, on met des outils en place, on pose et on part. Ça y est, c'est bon. Non, c'est pas comme ça, et il faut l'adapter aussi. Donc voilà. On parlait d'outils. Qu'est-ce qui, pour toi, peut faciliter la vie d'un manager? Je commence à voir ta réponse. Ce qui peut faciliter la vie d'un manager, je vais enfoncer le clou, mais c'est d'avoir une méthode de management, avant tout. C'est d'avoir les bons principes de management et avoir les bons outils, mais là je parle pas d'outils numériques, je parle d'outils de rituels, de base, le 1 à 1, le feedback. Il faut qu'il soit bien équipé, il faut qu'il ait la panoplie. C'est un peu le mode d'emploi de comment un manager doit faire et le mode d'emploi de comment un être humain fonctionne. Une fois qu'il a ça, oui, tu as des outils qui vont lui faciliter la vie. Mais on l'a évoqué. C'est clair qu'on pourrait plus faire sans un agenda électronique. Mais le merveilleux de l'agenda électronique, c'est que tu es un 1, tu vas pouvoir les programmer pour toute l'année. Et que tu vas pouvoir éventuellement les déplacer quand. Voilà, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Mais ça a un danger, c'est que tu risques de mettre trop de réunions. Donc, c'est bien aussi d'avoir un outil d'organisation personnelle où tu calcules ton temps de saturation. Tu vois, moi, dans une de mes formations, il y a ça. Moi, je sais que si tu me programmes plus de 50% de mon temps, je suis mal. J'ai besoin de 50% free. Voilà. Donc, il y a, en utilisant ton agenda de la bonne façon, une manière de dire, bah là, tu es un peu en limite, fais attention, etc. Après, clairement, la visio, c'est absolument top, parce que du coup, tu n'as plus d'excuses pour pas faire T1-1. Après, tu vois des outils comme Loom, c'est quand même assez c'est top quoi, pour expliquer quelque chose à quelqu'un en asynchrone. Et puis, un truc auquel on pense trop rarement, c'est plutôt que faire une réunion pour présenter de l'information descendante. Donc, de mobiliser tout le monde en même temps, que ce soit en ligne ou offline, tu peux prendre l'habitude d'enregistrer ta présentation, c'est hyper facile à faire maintenant, de l'envoyer à chaque personne, que chaque personne la regarde en asynchrone, et du coup, le moment où on va se voir, ils auront déjà eu l'info et on sera juste dans la discussion, et donc on va gagner un temps fou. C'est hyper intéressant, ça, et c'est vrai que je ne l'ai pas forcément mis en place. Et je pense que c'est une bonne idée je pense que ce sera un petit truc que je vais essayer, parce que je suis forcément assez à l'aise sur la partie enregistrement maintenant avec les podcasts, et puis j'aime ça en plus, et ça permet, je pense, de partager. Puis moi, je suis dans une phase, avec Stratégie là, de croissance, où je vais me développer au niveau national, donc avoir des équipes un peu de partout. Là, on était plutôt régional, plutôt assez local, donc j'ai mes équipes à proximité, donc c'est aussi plus simple, la partie proximité, même si tu as tes rituels, mais voilà, et je trouve que c'est intéressant. Et je vais et d'ailleurs, quand tu fais une présentation, tu vois, moi, on est avec Jérémy, que tu connais, on est en train de travailler sur une formation, comment elle s'appelle celle-là, présentation efficace et je sais plus le nom. Mais bref, ça va être comment ne pas mal utiliser PowerPoint. Donc en fait,
on explique qu'en fait que PowerPoint, c'est quand même un outil qui n'était pas fait tellement à la base pour être excitant, etc. Et là, on travaille avec des outils comme Canva, etc. Enfin, lui, il a plein d'outils pour qu'elle soit sympa, la présentation. Un petit peu que les gens aient envie de la voir juste parce qu'ils savent qu'ils vont passer un bon moment. Tu vois, ce genre de truc, ça paraît con, mais c'est hyper important. Sinon, les gens vont pas regarder ta présentation. Si t'es pas... Bon, s'il n'y avait pas... voilà, s'ils comprennent pas ce qu'ils ont pour eux, s'il n'y a pas un minimum d'infos au lieu d'avoir ce qu'on disait sur les indicateurs tout à l'heure, ça vaut sur les présentations. Et donc tu peux faire en asynchrone des trucs qui sont presque, c'est pas le Netflix de la boîte, mais ouais, tiens, il a ressorti un truc, je vais aller voir ce qu'il a à nous dire, etc. Tu vois, tu peux t'amuser en plus en faisant ça. Donc tu me dis les outils, bah ouais, les outils, il y en a plein, mais il faut juste savoir pourquoi on les utilise en fait. Oui, puis c'est revenir à la base, c'est-à-dire les principes, mettre en place ton système de management, et tu peux le faire de manière assez simple et sans aller des outils. Voilà, et après tu rajoutes les outils qui te semblent bons. Et je reviens à mon métier, c'est tu choisis les outils qui répondent à tes besoins. Voilà. Ouais, écrire ton cahier des charges, enfin, voilà, écrire vraiment, quand je dis écrire le cahier des charges, ça fait toujours peur, mais écrire voilà vraiment ce que tu as besoin. Et après, quand tu vas voir l'outil, tu check si tu les as pas. Et voilà, il faut pas te baser aussi sur le commercial qui va venir te vendre ton outil et qui est dans son rôle de dire que c'est le meilleur du monde. Et c'est son rôle, hein. Enfin, j'ai rien contre lui, mais moi, en tant que consultant et conseil, je dois dire, bah voilà, tu avais ça comme besoin, bah voilà à quoi il répond. Il répond à 80% de tes besoins. Il est moins cher, mais l'autre, il répond à 60% de tes besoins, il est plus cher. Après, c'est le choix du dirigeant, du manager de faire ça. Non, mais et il faut avoir une approche assez minimaliste sur les outils. Je le dis quand même, c'est pour ça que j'en utilise pas 50 000. Moi, voilà, j'en utilise pas mal. Tu parlais de Notion tout à l'heure, toi, tu disais Obsidian, mais plein de gens, ils ont même pas besoin de ça dans leur métier. Je suis d'accord. Moi, c'est plutôt, comme tu dis, ce côté aussi des fois où on passe à un moment où on en a besoin parce qu'on a plein de choses qui arrivent. On a un flux qui arrive et au bout d'un moment, il faut qu'on décharge le flux et on est peut-être à la limite de notre cerveau. C'est pour ça qu'on appelle ça son cerveau. Et moi, j'ai fait la formation SOR à un moment aussi où j'avais besoin de me reposer des questions. L'infobésité, que j'ai mis en place, et après que j'ai mis en place en m'adaptant, parce que c'est aussi important d'adapter à son propre usage. Et puis la partie infobésité et second cerveau m'a permis d'ajouter, mais partir sur une approche minimaliste, pour moi, c'est hyper important. C'est hyper important. Et puis après, commencer passer sur de l'agilité. Puis il faut se poser des questions simples. Tu vois, par exemple, dans le sort, une question, c'est et si je réponds pas à ce mail, qu'est-ce qui va se passer de grave? Bah en fait rien, parce que le mec va t'en renvoyer un autre si c'est important, puis si c'est pas important, moi j'ai des trucs comme ça. Alors ça choque, mais bah oui. Mais sinon, tu t'en sors pas. 500 mails dans ta boîte, il y a un moment, moi j'ai une solution radicale, je vais pas la dévoiler, mais on se doute de ce que c'est. T'as 500 mails, tu les liras jamais, les 500 mails, c'est mort. Donc redémarre. Non, mais c'est clair. Enfin, quand je vois des gens qui vont 18 000 mails non lus, je dis, mais c'est pas possible, mais arrête. Enfin, voilà, supprime tout. Mais non, on sait jamais. Non, mais c'est pas ça. Et j'avais c'est marrant, j'avais écouté un podcast, c'était Mathieu Desroches. Mathieu Desroches. Je viens d'enregistrer avec lui aussi. Ah ouais, top. Et j'ai écouté un de ses podcasts sur la partie départ en vacances et retour. Et tu mets un message disant, tu sais, je pars en vacances, je reviens à telle date, je n'ai pas accès à mes mails. Si vous n'avez pas de mes nouvelles une semaine après mon retour de vacances, relancez-moi. Voilà. Mais désolé, je pourrais pas y répondre. En fait, tu remets la responsabilité à l'autre. Et voilà, je trouve ça top. C'est marrant. Moi, en bas de tous mes mails, c'est écrit, je relève mes mails une fois par jour. D'accord. Comme ça, les gens savent que s'ils n'ont pas eu de réponse dans la journée, éventuellement, ils peuvent me relancer. Moi, ma boîte mail, elle est vidée tous les jours, quasiment tous les jours, elle est vide. Moi aussi. Moi, elle est vide aussi. T'en as parlé tout à l'heure, et c'est vrai que ce sera la dernière question. Après, on aura 2-3 petits sujets, mais rapides, pour aussi un peu te connaître. T'as parlé de l'antifragilité. Et je trouvais que sur la partie Covid, c'est aussi ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, c'est que des entreprises qui pouvaient s'adapter à certaines situations, ces situations qui étaient quand même
unique. Hein. Enfin, voilà. Moi, comme j'ai dit, mes enfants à 4 ans, ils connaissaient le mot confinement que moi je connaissais pas. Voilà, que j'ai appris quasiment en même temps qu'eux. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous expliquer ce concept d'antifragilité et aussi nous dire un peu le lien qu'on pourrait voir avec le numérique? Est-ce que le numérique aussi peut aider à être antifragile? Je vois pas de lien directement. Peut-être en élaborant, je vais en trouver un. Mais alors, juste pour donner la alors pour moi, l'antifragilité, ça a été une vraie révélation pour moi. En fait, je pense que j'ai toujours raisonné comme ça, mais j'avais pas de nom pour qualifier la manière dont je gérais mes entreprises et mes équipes. C'est quoi l'antifragilité? C'est un concept qui a été inventé par Nassim Taleb, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Antifragile, que je conseille. C'est un gros pavé. Donc après, j'ai fait un podcast plus léger que le pavé, mais vraiment. C'est vrai. Ouais. C'est un mec intéressant, hein, il est très cultivé et tout ça. Mais en fait, ça dit quoi l'antifragilité? Ça veut dire que si on te dit c'est quoi le contraire de solide, de fragile, tu vas répondre solide. Et lui, il dit non. Il dit ici, à gauche du curseur, tu as la fragilité, au milieu, tu as la solidité, mais l'inverse de fragile, c'est antifragile. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que fragile, c'est, tu vois, cette tasse, je la prends, je la lâche, elle casse, c'est fragile. Une brique, j'en ai pas ici, mais mon iPhone, je le prends, je vais pas le faire, hein, je le lâche, il va pas casser, parce qu'il est fait pour résister. Donc, il est solide, il est robuste. Et quelque chose d'antifragile, ce serait quelque chose qui, quand il tombe, s'adapte, c'est-à-dire devient plus fort. C'est-à-dire que le choc l'a rendu meilleur. Et c'est ça, antifragile. Antifragile, le principe, c'est de dire, il faut soumettre nos entreprises, nos structures à des petits chocs qui vont faire qu'ils vont être obligés de s'adapter. Parce que s'ils ne peuvent plus s'adapter en temps réel, finalement, ils sont solides, ça veut dire ils sont solides, hein, ils sont très structurés, beaucoup de processus, etc., etc. Mais par contre, ils vont pas varier. Et comme l'environnement varie très très vite, ils vont devenir fragiles en fait au sein de cet environnement. Et donc lui il dit, ce qu'il faut finalement, c'est ne pas avoir peur des chocs tant que on est capable de les prendre et puis de les transformer. Et pour moi, ça, c'est un concept ultra important, parce que ça ouvre plein de possibilités. Le premier, c'est de dire, mais c'est quoi le truc le plus antifragile que j'ai dans mon entreprise? Et finalement, le truc le plus antifragile que tu as dans ton entreprise, ce sont les humains. Parce qu'un système humain, c'est pour ça qu'on est toujours là, c'est une machine qui s'adapte en permanence. Tu vois, si tu t'exposes au soleil, bah, ta peau va s'adapter pour pas que tu crames. Alors évidemment, si tu restes à l'intérieur tout blanc et que tu sors en plein soleil, là tu es fragile, donc tu vas cramer, tu vas perdre ta peau, enfin tu vas avoir des trucs très graves. Alors que si tu t'exposes régulièrement, bah, finalement tu vas bronzer, tu vas t'adapter, etc., etc. Et donc l'idée, c'est un peu de voir ton entreprise comme ça. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as trop de process, si tu as trop de choses rigides dans ton entreprise, ou dans ton emploi du temps d'ailleurs, mais on va prendre l'entreprise. Ou si tu as trop de protection, c'est-à-dire non, mais nous, on peut rien nous arriver, etc. Eh bien, en fait, tu ne laisses pas l'humain avoir son process d'antifragilité. Tu le laisses pas s'adapter en temps réel à son environnement. Et donc, pour moi, ça veut dire aussi que si tu as une vision trop précise et trop rigide de ton entreprise, on nous dit tous, ouais, il faut une vision, etc., etc. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ce concept-là. Mais moi, en tant que chef d'entreprise, je me dis pas ça. Je me suis jamais dit ça. Je me suis dit, mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'être vivant demain. Du coup, quand tu as cette vision-là, qui est de jouer le long game, quand tu as cette vision-là, qui est de avoir une entreprise, c'est pas une partie de foot. Ce qui compte, c'est gagner dans 90 minutes, peu importe l'état des joueurs. Tu te dis, non, moi, je veux encore être là demain, et après-demain, et après-demain. Donc, mon rôle de manager, mon rôle de chef d'entreprise, c'est que mes êtres humains, les gens qui travaillent pour moi, ils fassent que ma structure s'adapte en temps réel. Du coup, pourquoi je vais m'ennuyer à leur mettre la pression comme un malade pour qu'ils m'augmentent les ventes de 50%? Puisque ce que je veux fondamentalement, c'est pas que mes ventes augmentent de 50%, c'est qu'on soit encore vivant l'année prochaine et la suivante, etc. Donc je vais sûrement pas mettre une pression inutile. Je vais pas être court-termiste. Ensuite,
pourquoi j'aurais un stock minimum ? Parce que mon expert comptable me dit non, mais ton stock, il faut être au minimum, machin bidule. Mais non. Moi, quand je suis rentré dans le Covid avec mes boîtes, ben, j'étais bien content d'avoir un petit peu de gras sur mon stock. Parce que figure-toi que j'étais plus livré. Et quand il y a eu la crise des matières premières après, eh ben, moi, j'étais le roi du pétrole. Parce que je pouvais livrer mes clients. Donc, ça veut dire que là où on te toujours dit il faut optimiser, ben toi, tu dis non, moi, je vais avoir de la redondance. Ça vaut pour les humains. Quand tout dépend d'une seule personne, c'est dangereux. Donc, il faut que tu aies des gens polyvalents. Et donc, tout ça, ça donne une nouvelle manière de voir le management, de voir la gestion d'une entreprise, etc., qui pour moi est hyper intéressante. En fait, tu te dis, en fait, finalement, mon job, c'est plus de comprendre comment le monde fonctionne pour être hyper adapté au monde, parce que le monde aujourd'hui, plus personne n'y comprend rien. Oui, c'est sûr. En fait, d'ailleurs, personne n'y a jamais rien compris entre nous. Parce que c'est trop complexe. Parce que nous, on est des humains. Et nous, ce qu'on sait, c'est ce qui va se passer demain, éventuellement. Et puis surtout, on a des systèmes qui nous permettent de nous dire non, là, si je fais ça, je mets trop ma vie en jeu, donc je ne vais pas le faire. Tu vois. Et une entreprise, c'est pareil. En fait, la pénurie, le confinement, l'entrée dans une guerre, etc., c'est des événements qui nous impactent et qui n'étaient pas prévus. C'est clair. Donc la seule manière, c'est pas d'essayer de prévoir ça, puisqu'on peut pas le prévoir. Non, on peut pas. C'est d'être prêt, en fait. C'est d'être le plus antifragile possible. Et du coup, ça change vachement ta manière de manager, ça change vachement ta manière de faire tes objectifs, tes indicateurs, etc., etc. En fait, tu reviens à une manière beaucoup plus humaine de concevoir ton entreprise. Alors, je sais que ça paraît un peu perché comme idée, mais en réalité, moi, je trouve pas. Je trouve que c'est un truc du quotidien. C'est-à-dire, ça joue sur tes décisions, ça joue sur ta philosophie, c'est-à-dire, ça joue au niveau du sens vraiment profond, mais ça joue aussi dans ton quotidien, de te dire, mais qu'est-ce que je vais aller emmerder machin à voir s'il a travaillé une demi-heure de plus, une demi-heure de moins. Pourquoi je leur demanderais de doubler les ventes alors que ça va être un coût humain énorme et qu'ils vont en sortir complètement éclatés. Moi, ce qui compte, c'est que demain, on soit toujours présent, toujours là. Alors, je dis pas, faut pas faire des performances minimales, mais tu vois ce que je veux dire. C'est une autre façon de voir. C'est viser le long game, quoi. Oui, voilà, c'est pas viser demain, une vision à 5 ans qu'on arrive souvent à pas tenir parce qu'il y a des événements d'entreprise et en ce moment il y a encore des événements d'actualité, on va dire. On n'aurait pas pu prévoir le Covid, prévoir la guerre. Bon, c'était prévisible soi-disant, mais c'est quand même des événements qu'on espère ne jamais avoir. La pénurie aussi, il y a 2 ans. Les gens te disent toujours après coup que ouais. La pénurie, en fait, personne l'a vu venir. D'un coup, on a une pénurie de main-d'œuvre et dans tous les secteurs, parce que le numérique, on est touché depuis un peu plus longtemps peut-être que d'autres secteurs, mais là, on le voit. Enfin, moi, je vais chez n'importe quelle personne chef d'entreprise, il me dit, j'arrive pas à recruter, quoi. Ouais. Voilà, et donc, les 2 R du management dont je parlais tout à l'heure. Avant, le grand R, c'était les résultats, et le petit R, c'était la rétention. C'est-à-dire qu'on se disait, faut obtenir les résultats maximum, mais il faut quand même faire gaffe de pas trop cramer les mecs. Et aujourd'hui, ça s'est inversé. Aujourd'hui, tu dis non, faut pas que les gens se barrent, donc je mise là-dessus. Comme ça, j'aurai des résultats. Tu vois, l'ordre des priorités, c'est inversé. C'est très clair. Ouais, tout à fait. Si tu fais pas ça, ça va pas marcher. Non, mais c'est sûr, je te rejoins complètement. Juste pour finir un petit peu, parce que finalement ça fait 1h20 quasiment. C'est passé à une vitesse folle. Je verrai peut-être qu'il sera en 2 épisodes, parce qu'on verra. Je verrai comment on peut le faire. Mais hyper intéressant et je pense qu'on pourrait continuer de parler encore un moment là-dessus. Moi, je voulais te poser un peu quelques questions un peu plus entre guillemets personnelles. Et pour moi, j'aimerais bien que tu nous dises. Je pense que la réponse tu l'as déjà donnée, mais un livre à nous conseiller. Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller? Bah ouais. Un ou plusieurs. Antifragile. Nassim Taleb. Ouais, je pense que c'est. Alors, il est assez touffu, il faut prendre le temps de le lire. Moi, j'ai lu plusieurs fois parce qu'à chaque fois, je trouve d'autres choses vraiment intéressantes. Pour moi, c'est une approche
absolument nouvelle, et je pense que et moi j'ai même créé un groupe d'entrepreneurs un peu autour de ce concept sur la libération de l'entreprise et l'antifragilité, parce que je pense que c'est vraiment le nouveau modèle, vraiment je pense, et ça du coup ça révolutionne complètement tout ce qui tourne justement autour des indicateurs, de la manière d'obtenir des performances, de la manière de gérer une boîte. Ça va loin quand même. Donc vraiment, c'est marrant que tu fasses le lien aussi avec l'entreprise libérée. Ça fait forcément le lien avec ce que tu as dit tout à l'heure, toute la notion de responsabilisation, parce que les entreprises libérées, c'est autour de la responsabilisation. Et voilà, et je pense que oui, il y a un lien. Il y a un lien, et c'est comment, parce qu'au bout du compte, c'est comment avoir des résultats, mais quel est le bon résultat? Ça, c'est surtout ça. C'est quel est le bon résultat? Tu parlais tout à l'heure des 50% de ventes en plus, mais pourquoi? Dans quel objectif? Parce que peut-être qu'il y a vraiment un objectif, parce que vous êtes à la bourre de 50% de votre chiffre, et ça va. Et si vous les faites pas, ça met en péril la société et donc les emplois. Mais voilà. Donc il y a aussi ce côté-là. C'est comment. Mais je te rejoins complètement là-dessus. Donc, on peut pas être à fond tout le temps. Moi, c'est l'histoire bête du sprint et du marathon, mais j'ai une personne avec qui j'ai discuté qui est chercheur au CNRS, et lui il est plus sur l'écologie. Bon, ce qui n'est pas forcément ma tasse de thé, mais je le trouvais hyper intéressant. À un moment, il me dit, tu sais, dans quelles circonstances le corps humain est le plus puissant? Il dit, c'est quand tu as de la fièvre. Quand tu es à 39 de fièvre, en fait, tu résistes à tout, parce que en fait, ton organisme, il est à fond en train de lutter. Enfin, il n'y a rien qui peut l'atteindre, entre guillemets. Sauf que il me dit, si tu restes à 39 de fièvre pendant trop longtemps, en fait, tu meurs. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça. Dans les entreprises, en fait, on veut que tout le monde soit à 39 de fièvre, c'est-à-dire performe à mort tout le temps en permanence. C'est un mythe. En fait, finalement, les gens vont se barrer, ils vont faire un burn-out, etc., etc. On ne peut pas être tout le temps dans ces conditions-là. On peut de temps en temps faire ça parce que c'est nécessaire, parce qu'il y a une crise, mais c'est parce qu'en temps normal, on n'est pas à 120%. Mais je te rejoins complètement, et c'est vrai que là, on est en train de traverser une crise, on le sait, entre la pénurie, etc., avec l'inflation, et c'est vrai que nous, on se pose cette question-là, c'est comment je veux pas recruter à tout va. Je veux plutôt que pour l'instant, mes équipes soient à 110%, le temps que on voit la crise, comment elle se passe, parce que pour éviter d'embaucher, et parce qu'on peut perdre des clients. On peut perdre des clients parce qu'ils sont pas antifragiles, parce que voilà, etc. Et on peut perdre des clients, et en perdant des clients, on peut perdre de la prestation humaine. Et pour moi, il est plus facile un peu de gérer la surcharge temporaire que de la sous-charge. Parce que la sous-charge, ça met de la pression à tout le monde. Parce qu'il faut aller chercher des clients. Il faut se démener pour. Et je trouve que voilà, c'est ce côté-là aussi qu'il faut anticiper pour passer une crise. Parce que une crise, pour la passer, il faut se poser les bonnes questions, et voilà. Ok, donc Antifragile de Nassim Taleb. Écoute, j'ai jamais lu, je l'ai dans ma liste de lecture, mais comme tu dis, c'est un pavé. C'est un pavé, ouais, c'est un pavé. Bon, je pensais pas pouvoir lire des pavés, puis un jour on m'a conseillé lors d'un podcast de lire Sapiens à plusieurs reprises, et je l'ai lu, et voilà, c'était un pavé, mais hyper intéressant. Donc, faut que je lise Antifragile. Nassim Taleb, tout ce qu'il a écrit, moi j'ai à peu près lu tous les bouquins qui ont été traduits en français. Vraiment, c'est intéressant. Mais voilà, après, je sais que moi je lis beaucoup. J'adore lire. J'ai besoin de temps d'ailleurs pour ça. Après, si vous voulez aller plus vite, j'ai un podcast qui s'appelle Les Tueurs Antifragiles qui explique un petit peu le concept, en tout cas. Ouais, après, ça peut donner envie de le lire. Voilà. Donc, ça, c'est sûr. C'est sûr. Et est-ce que tu aurais aussi un invité à me conseiller pour un de mes prochains podcasts? Il y a un gars qui est intéressant, un peu toujours dans la même mouvance de l'antifragilité, qui est dans la techno, c'est Georges Sade. D'ailleurs, c'est un copain de Vincent Mendes. Ah, ok, j'en parlerai aussi. Donc lui, il y a une vidéo qui est vraiment intéressante sur YouTube qui doit s'appeler Construire des entreprises indestructibles, ou un nom comme ça. Et moi, je l'ai eu sur le podcast, et il est vraiment intéressant. C'est vraiment un gars complètement atypique dans sa manière d'avoir créé son entreprise. D'accord. Si tu veux, il veut pas avoir plus de 20 salariés.
il est vraiment pas dans ouais, faut faire du blé absolument et en fait voilà, moi j'adore ce genre de personnes parce qu'il a des bonnes convictions puis surtout il joint l'acte à la parole, c'est-à-dire que sa boîte elle est voilà, elle est comme il voulait qu'elle soit et je le trouve très intéressant. D'accord. Et donc il est canadien mais je me demande si c'est pas installé en Suisse maintenant. D'accord, bah écoute, j'essaierai de le contacter. Oui, enfin, je vois, c'est le cofondateur de Spectrum. C'est ça. Je me rappelle plus. Enfin, j'avais dû entendre ou j'avais dû déjà avoir. Mais ok, ça marche. Ça marche. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Ça serait quoi ton mot de la fin? Mon mot de la fin, alors, ouais, avant qu'on se quitte, j'ai une petite mise en garde à faire aux chefs d'entreprise, parce que je sais que dans ton auditoire, tu en as. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a un truc insidieux qui se passe dans les entreprises, et moi je l'ai vécu dans ma boîte, mais heureusement je l'ai vu arriver, mais je le vois dans beaucoup de boîtes, c'est que tu sais, dans une entreprise, il y a un niveau d'engagement moyen. Et puis t'as le milieu de l'engagement qui est ici, et puis à gauche t'as les gens un peu désengagés, enfin un peu moins engagés que les autres, puis à droite t'as des gens un peu plus engagés, et en général ça se passe très bien. Il y en a, ils sont plus investis, puis d'autres moins investis, et c'est normal. Tu peux pas avoir tout le monde investi à 100% dans ta boîte, faut l'accepter, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'avec le Covid, les un peu désengagés, ils se sont beaucoup désengagés. Et donc, le barycentre de l'engagement a eu tendance à partir vers le désengagement. Et le problème, c'est que tes meilleurs éléments, les plus engagés, par réflexe, ils ont probablement compensé. Et donc, toi, en tant que dirigeant, tu t'es pas rendu compte. Parce qu'en fait, le centre, il est resté au même endroit. Sauf que désormais, dans ta boîte, tu as des mecs qui foutent rien. J'exagère, mais en tout cas, qui sont ailleurs, quoi, qui sont plus très intéressés par le job. Et t'en as qui sont en menace de burn-out. Et ça, il faut faire vraiment attention, parce que je le vois dans beaucoup de boîtes. Encore ce midi, je déjeunais avec un dirigeant, il est exactement dans cette situation. Il me racontait l'histoire d'une de ses collaboratrices qui lui disait « Non, mais en fait, il a remarqué qu'il y a un mec qui était souvent en arrêt, tu sais. » Et sa collaboratrice, elle lui disait il disait à sa collaboratrice « Mais c'est bizarre, il est tout le temps en arrêt, Jacques, comment ça se fait ?» Elle dit « Ouais, mais de toute façon, je lui donne plus de boulot. » « Ah bon, tu lui donnes plus de boulot ?»« Bah non, je fais le boulot à sa place parce qu'il le fait mal. » Et il a dit, mais c'est pas possible, ça. Et la fille, elle avait des cernes comme ça, etc., etc. Donc, attention à ce truc-là. C'est un phénomène, moi, que j'avais pas prévu, dont je me suis rendu compte. Là, ça fait 6 mois que je remarque ça dans pas mal de boîtes. Et pour moi, c'est les effets du Covid. Donc, attention à l'engagement dans la boîte. Attention à ce qu'il n'y ait pas des gens qui surcompensent oui, je suis complètement d'accord. le travail. Donc voilà, c'était juste une petite. Alors, c'est dommage parce que c'est un peu triste comme mot de la fin, mais. Non, mais allez, on va finir sur une bonne note. Alors, vas-y. Alors, la bonne note, c'est le management, c'est facile. C'est par ça qu'on a commencé. Je voudrais le redire. C'est vraiment pas compliqué. Vous n'avez pas besoin d'être super à l'aise avec les gens pour être un bon manager. Vous avez besoin du bon système. Et ce que je te propose, c'est qu'on mette en lien une série de mails que j'ai faites sur le sujet, justement qui montre ce que ça peut être un système de management qui fonctionne, qui montre les principes. Évidemment, je parlerai d'une de mes formations, mais il n'y a aucune obligation. La suite de mails est totalement gratuite. Mais voilà, moi, mon message, c'est vraiment, les managers sont les héros des entreprises modernes. Sans manager, vos boîtes, elles vont nulle part si vous êtes chef d'entreprise. Et le management, ça s'apprend. Vraiment, les deux messages phares, pour moi, c'est ça. Ok, bon bah écoute, merci beaucoup Cédric, c'était un vrai plaisir. Moi, ce que je peux dire et ce que je retiens, c'est moi sur la partie numérique, c'est que les outils sont au service du management, voilà, et qu'il y a des humains derrière, et c'est pour moi le plus important. Hein. Le podcast s'appelle DSI et des hommes avec un grand H. Voilà, donc c'est remettre l'humain au sens de tout ça, et puis après, l'outil vient aider. Et franchement, un vrai plaisir de te rencontrer. Ça fait toujours bizarre parce que j'ai beaucoup entendu ta voix, et là de la voir en vrai. Plaisir partagé, vraiment. Voilà, et puis je te remercie beaucoup. Et puis je mettrai tous les liens dans la biographie. J'invite les gens à s'abonner à cette newsletter-là parce que c'est toujours hyper intéressant. À suivre s'ils le veulent, mais comme on dit, sans obligation aux formations, parce que pour en avoir vécu une, je trouve que c'est hyper pragmatique et assez court, enfin voilà, hyper utile. Je pense que j'en prendrai d'autres même par la suite. Mais voilà quoi, je trouve que c'est top, et encore merci bien, et voilà. À bientôt. Salut, à bientôt. Ciao.
Voilà, j'espère que cette conversation t'a plu, j'espère qu'elle t'a donné envie d'aller plus loin. Si tu veux avoir mes dernières informations, ça se passe au niveau des mails privés. Pour t'inscrire aux mails privés et recevoir une première série sur les principes de management, il suffit que tu suives le premier lien en descriptif du podcast. Si tu veux recevoir mon livre, Le Manager Essentiel, qui en 30 minutes va te donner les outils majeurs pour manager, tu cliques sur le deuxième lien. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une excellente semaine.